Chapitre 5. Le gros mensonge du cerveau. Pourquoi nous confondons désir et bonheur? En 1953, deux jeunes scientifiques de l'université McGill à Montréal, James Olds et Peter Milner, essayaient de s'expliquer le comportement très déconcertant d'un rat. Ils avaient implanté une électrode directement dans le cerveau du rat, au travers de laquelle ils pouvaient lui envoyer des décharges électriques. Ils cherchaient à activer une région cérébrale qui était censée, d'après ce qu'avaient découvert d'autres scientifiques, provoquer une réaction de peur chez le rat. Selon des rapports antérieurs, les rats de laboratoire abhorraient tellement ces décharges qu'ils évitaient tout ce qui était associé au moment où leur cerveau devait être stimulé. Mais le rat d'Olds et de Milner, lui, retournait constamment dans le coin de la cage où il avait reçu la décharge. C'est comme si leur rat espérait être à nouveau électrocuté. Embarrassés par le comportement curieux du rat, ils décidèrent de tester l'hypothèse que le rat voulait recevoir une décharge. Ils commencèrent à récompenser le rat avec une petite décharge chaque fois qu'il s'écartait du coin vers la droite. Le rat comprit vite le truc et en quelques minutes seulement, il était dans le coin opposé de la cage. Olds et Milner découvrirent que le rat était prêt à aller dans n'importe quelle direction s'il était récompensé par une décharge. Très vite, ils le manipulèrent comme une manette de jeu vidéo. Les autres chercheurs s'étaient-ils trompés à propos des effets de la stimulation de cette partie du mésencéphale du rat? Ou avaient-ils découvert un rat masochiste? En fait, ils étaient tombés sur une zone inexplorée du cerveau grâce à une légère maladresse au cours de la procédure d'implantation. Olds avait une formation de psychologue social, non de neuroscientifique, et il n'avait pas encore développé de réelles compétences en laboratoire. Il avait implanté l'électrode dans la mauvaise zone. Par erreur, ils avaient découvert une région cérébrale qui semblait générer un intense plaisir lorsqu'elle était stimulée. Qu'est-ce qui aurait pu expliquer l'attitude du rat autrement? Olds et Milner appelèrent cette découverte le « centre du plaisir du cerveau ». Mais Olds et Milner ne comprenaient pas encore ce qu'ils avaient touché. Ce n'était pas du plaisir qu'éprouvait le rat, c'était du désir. Ce que les neuroscientifiques finirent par apprendre avec l'expérience de ce rat ouvre une formidable fenêtre sur notre propre expérience d'envie irrésistible, de tentation et d'addiction. En regardant par cette fenêtre, nous allons voir que quand nous parlons bonheur, nous ne pouvons pas compter sur notre cerveau pour nous mettre sur la bonne voie. Nous explorerons aussi comment fonctionne le neuromarketing, cette nouvelle discipline qui utilise la science pour manipuler notre cerveau et faire naître le désir, et ce que nous pouvons faire pour y résister. La promesse de récompense. Une fois qu'Olds et Milner eurent découvert le centre de plaisir du cerveau de leur rat, ils entreprirent de démontrer à quel point la stimulation de cette zone cérébrale était euphorique. Pour commencer, ils mirent le rat à la diète pendant 24 heures, puis ils le placèrent au milieu d'un petit tunnel qui avait de la nourriture à ses deux extrémités. Normalement, le rat aurait dû courir à un bout du tunnel pour se jeter sur la nourriture. Mais s'ils envoyaient une décharge avant qu'il atteigne la nourriture, le rat s'arrêtait et ne bougeait plus d'un pouce. Il préférait attendre une autre décharge éventuelle plutôt que la récompense assurée de la nourriture. Les scientifiques testèrent aussi si le rat s'administrerait à lui-même une décharge s'il en avait la possibilité. Ils installèrent un levier qui, lorsqu'il était actionné, stimulait le centre du plaisir du rat. Une fois que le rat comprit ce que faisait le levier, il commença à s'envoyer des décharges toutes les 5 secondes. D'autres rats mis dans la même situation ne montraient aucun signe d'assouvissement, et ils continuaient à actionner le levier jusqu'à tomber d'épuisement. Certains rats allèrent même jusqu'à s'auto-torturer si cela leur permettait de stimuler leur cerveau. Olds installa les leviers d'autostimulation aux deux bouts d'une grille électrifiée, de façon qu'un rat ne puisse recevoir qu'une décharge par levier à chaque fois. Les rats couraient volontiers d'un levier à l'autre sur la grille électrifiée jusqu'à ce que leurs pattes carbonisées ne leur permettent plus de continuer. Olds fut encore plus convaincu que la seule chose qui pouvait entraîner ce comportement était le plaisir intense. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'un psychiatre se dise que ce serait formidable de faire cette expérience avec des humains. À l'université Tulane, en Louisiane, Robert Heath implanta des électrodes dans le cerveau de ses patients et il leur donna un boîtier de contrôle pour qu'ils stimulent eux-mêmes le centre du plaisir qu'on venait de découvrir. Les patients de Heath se comportèrent exactement comme les rats de Olds et de Milner. Quand ils eurent la permission de s'auto-stimuler autant qu'ils le souhaitaient, ils s'infligèrent environ 40 décharges par minute. Quand on leur apporta quelque chose à manger sur un plateau, les patients, qui reconnaissaient pourtant avoir faim, ne voulurent pas arrêter de s'auto-stimuler pour manger. Un patient protesta vigoureusement chaque fois que l'expérimentateur essaya d'arrêter la session et de déconnecter les électrodes.
Un autre participant continuait à appuyer sur le bouton plus de 200 fois après que le courant eût été coupé, jusqu'à ce que l'expérimentateur exige qu'il arrête. Ces résultats convainquirent Hiltz que l'autostimulation du cerveau était une technique thérapeutique viable pour toute une gamme de troubles mentaux. C'est qu'ils avaient l'air de vraiment aimer ça. Et il décida que ce serait une bonne idée de laisser les électrodes dans le cerveau de ses patients et de leur donner un petit boîtier portable qu'ils pourraient accrocher à leur ceinture et actionner chaque fois qu'ils le voudraient. Ici, nous devons considérer le contexte de cette recherche. Le paradigme scientifique dominant de l'époque était le comportementalisme. Les comportementalistes croyaient que la seule chose qui valait la peine d'être mesurée, chez les animaux comme chez les humains, était leur comportement. Leurs pensées, leurs sentiments, c'était une perte de temps. Si cela ne pouvait être vu par un observateur objectif, c'est que ce n'était pas un scientifique, et c'était donc sans intérêt. C'est peut-être la raison pour laquelle les premiers rapports sur le travail de Hiltz ne comportaient aucune mention détaillée par les patients eux-mêmes sur l'impression qu'ils ressentaient à s'autostimuler. Hiltz, tout comme Holz et Milner, supposaient que ces patients tiraient de l'autostimulation un plaisir euphorique qui leur servait de, entre guillemets, récompense, puisqu'ils s'autostimulaient constamment et se désintéressaient de la nourriture pour pouvoir continuer à s'administrer des décharges. Et il est vrai que les patients reconnaissaient que les décharges leur faisaient du bien. Mais le rythme quasi constant de leur autostimulation et l'anxiété ressentie à l'idée que le courant soit coupé suggéraient quelque chose d'autre que la pure satisfaction. Les quelques détails que nous avons sur les pensées et les sentiments de ces patients révèlent une autre facette de cette expérience en apparence merveilleuse. Un patient souffrant de narcolepsie et à qui on avait donné l'implant portable pour l'aider à rester éveillé a décrit la sensation d'autostimulation comme intensément frustrante. Il avait beau, entre guillemets, appuyer souvent et parfois frénétiquement sur le bouton, il n'est jamais arrivé à atteindre la sensation de satisfaction qu'il sentait pourtant toute proche. L'autostimulation le laissait anxieux, et non heureux. Son comportement faisait plus penser à de la compulsion qu'à un homme qui éprouve du plaisir. Revenons aux rats d'Holtz et de Milner qui s'autostimulaient jusqu'à épuisement. Et si ce n'était pas parce que c'était tellement bon qu'ils ne voulaient pas arrêter ? Et si la région cérébrale qu'ils stimulaient ne leur donnait pas la récompense d'un intense plaisir, mais seulement la promesse d'un plaisir? Les rats pouvaient-ils s'autostimuler parce que leur cerveau leur disait que s'ils appuyaient sur ce levier encore une fois, quelque chose de merveilleux arriverait? Holtz et Milner n'avaient pas découvert le centre du plaisir. Ils avaient découvert ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui le système de récompense. La zone qu'ils stimulaient faisait partie du système de motivation le plus primitif. Un système qui s'était développé pour nous pousser vers l'action et la consommation. C'est pourquoi le premier rat d'Holtz et de Milner restait dans le coin où il avait reçu sa première stimulation. Et c'est aussi pourquoi les rats avaient préféré délaisser la nourriture et se brûler les pattes pour avoir une chance de subir une nouvelle décharge électrique au cerveau. À chaque fois que la zone était activée, le cerveau du rat lui soufflait « Recommence, ça te fera du bien ». Chaque stimulation encourageait le rat à rechercher une nouvelle stimulation, mais la stimulation elle-même n'apportait jamais la satisfaction. Comme vous allez le voir, il n'y a pas que des électrodes dans le cerveau qui puissent enclencher ce système. Notre monde entier est plein de stimuli. Par exemple, des menus au restaurant aux publicités à la télévision, en passant par les catalogues de vente et les tickets de loterie. Ces stimuli peuvent faire de nous la version humaine du rat d'Holtz et de Milner à la poursuite de la promesse du bonheur. Quand cela se produit, notre cerveau devient obsédé par le vouloir. « Je veux !» Et il nous est de plus en plus difficile de dire « je ne le ferai pas ». Schéma du système de promesse de récompense du mésencéphale. La neurobiologie du vouloir. Comment le système de récompense nous contraint-il à agir? Lorsque le cerveau reconnaît la possibilité d'une récompense, il libère un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. La dopamine dit au reste du cerveau ce à quoi il doit prêter attention et ce qu'il doit faire de nos petites mains avides. Une libération de dopamine ne crée pas de bonheur en soi. On ressent plutôt une sorte d'excitation. Nous sommes sur le qui-vive, en alerte et en haleine. Nous reconnaissons la possibilité d'une sensation agréable et nous désirons faire ce qu'il faut pour parvenir à cette sensation. Ces dernières années, les psychologues ont donné beaucoup de noms à l'effet de la dopamine. Recherche, envie, désir, craving, etc. Mais une chose est claire. Il n'est pas synonyme de penchant pour quelque chose, de satisfaction, de plaisir ou de perception d'une réelle récompense. Des études montrent que l'on peut annihiler tout le système de dopamine dans le cerveau d'un rat et qu'il affichera une sorte de sourire niais si vous lui donnez du sucre. Ce qu'il ne fera pas, c'est rechercher la friandise.
Il aime le sucre, mais il ne le veut pas avant de l'avoir. En 2001, le neuroscientifique Brian Knudson de Stanford a publié l'expérience de référence démontrant que la dopamine joue un rôle dans l'anticipation de la récompense et non dans l'expérience de la récompense. Il a emprunté sa méthode à une célèbre étude de psychologie comportementaliste, celle du conditionnement classique des chiens de Ivan Pavlov. En 1927, Pavlov observa que s'il faisait sonner une cloche avant de nourrir ses chiens, ceux-ci commençaient à saliver dès qu'ils entendaient la cloche, même s'il n'y avait aucune nourriture en vue. Ils avaient appris à associer le son de la cloche avec la promesse d'un repas. Knudson a soupçonné que le cerveau a sa propre façon de saliver en vue d'une récompense. Et, ce qui est crucial, que cette récompense du cerveau n'est pas la même que lorsque la récompense est reçue. Dans son étude, Knudson a placé des participants humains dans un scanner et il les a préparés à guetter l'occasion de gagner de l'argent quand ils verraient un symbole particulier apparaître sur l'écran. Pour toucher cet argent, il faudrait qu'ils appuient sur un bouton. Dès que le symbole apparaissait, le centre de récompense du cerveau s'allumait, libérant de la dopamine et les participants appuyaient sur le bouton pour avoir leur récompense. Mais quand les participants gagnaient de l'argent, cette zone du cerveau se calmait. La joie de gagner était enregistrée dans d'autres régions du cerveau. Knudson avait prouvé que la dopamine sert à l'action et non au bonheur. La promesse d'une récompense garantissait que les participants ne rateraient pas la récompense en oubliant d'appuyer sur le bouton. Ce qu'ils ressentaient quand le système de récompense s'allumait, c'était de l'anticipation et non du plaisir. Tout ce que nous croyons susceptible de nous faire nous sentir bien déclenchera le système de récompense. Par exemple, la vue d'un mets appétissant, l'odeur du café en préparation, le signe 50% de réduction dans une vitrine, le sourire d'une étrangère sexy, le publi-reportage qui permet de vous rendre riche, etc. L'afflux de dopamine étiquette ce nouvel objet du désir comme vital. Quand la dopamine détourne votre attention, l'esprit devient obnubilé par l'idée d'obtenir ou de reproduire ce qui l'a déclenché. C'est le tour que vous joue la nature pour s'assurer que vous ne mourrez pas de faim parce que vous avez la flemme de cueillir un fruit, ou que vous ne précipiterez pas l'extinction de l'espèce humaine parce que séduire une compagne potentielle n'a pas l'air dans la poche. L'évolution se contrefiche du bonheur lui-même, mais elle utilisera la promesse du bonheur pour qu'on continue à lutter pour rester en vie. C'est ainsi que la promesse du bonheur, et non l'expérience directe du bonheur, est la stratégie du cerveau pour que vous continuiez à chasser, à cueillir, à travailler et à compter fleurettes. Bien entendu, comme pour beaucoup de nos instincts primitifs, nous nous trouvons dans un environnement très différent de celui dans lequel le cerveau humain a évolué. Prenez, par exemple, l'afflux de dopamine que nous connaissons quand nous voyons, sentons ou goûtons des aliments riches en gras ou en sucre. Cette libération de dopamine garantit que nous allons nous goinfrer de manière ridicule. C'est un remarquable instinct quand vous vivez dans un environnement où la nourriture est rare. Mais lorsque vous vivez dans un monde où la nourriture est non seulement largement disponible, mais en plus conçue pour maximiser votre réponse à la dopamine, répondre à chaque production de dopamine est une recette d'obésité et non une recette de longévité. Ou bien considérez l'effet d'images sexuellement graphiques sur notre système de récompense. Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, vous n'auriez pas eu l'occasion de voir une personne nue posée devant vous dans une pose suggestive s'il n'y avait pas eu une réelle possibilité d'accouplement. Dans ce scénario, il était certainement sage d'être un peu motivé pour garder votre ADN dans le patrimoine génétique. Projetons-nous quelques centaines de milliers d'années plus tard, et nous nous retrouvons dans un monde où la pornographie sur Internet est accessible en permanence, sans compter l'exposition constante à des images sexuelles dans les publicités ou les spectacles. L'instinct de poursuivre chacune de ces pseudo-possibilités sexuelles explique comment on se retrouve accro des sites classés X, et victime des campagnes publicitaires qui utilisent le sexe pour tout vendre, des déodorants aux jeans de marque. Dopamine sur demande. Quand on ajoute à ce système de motivation primitif la gratification immédiate de la technologie moderne, on se retrouve avec des appareils fournisseurs de dopamine qu'il est quasiment impossible de reposer. Certains d'entre nous sont assez âgés pour se rappeler le frisson que l'on ressentait à appuyer sur le bouton d'un répondeur téléphonique pour écouter si nous avions le moindre nouveau message. Après cela, il y a eu l'anticipation de se connecter par modem à AOL en espérant que notre ordinateur nous dirait « Vous avez un nouveau message ». Et maintenant, nous avons Facebook, Twitter, la messagerie électronique, les SMS, l'équivalent moderne des appareils d'autostimulation du psychiatre Robert Heath.
Parce que nous savons qu'il y a une chance que nous ayons un nouveau message, ou bien parce que la prochaine vidéo YouTube sera peut-être celle qui va nous faire rire, nous passons notre temps à rafraîchir notre page internet, à cliquer sur un lien de plus ou à vérifier nos appareils de manière obsessionnelle. On croirait que nos smartphones et nos ordinateurs portables ont un accès direct à notre cerveau et qu'ils nous envoient sans arrêt des petits coups de dopamine. De toutes les choses qu'on a pu rêver, fumer ou s'injecter dans les veines, il y en a peu qui ont un effet aussi addictif que la technologie. C'est pour cela que nos appareils nous rendent captifs et toujours avides d'y revenir. De nos jours, l'acte Internet est par excellence une parfaite métaphore pour la promesse d'une récompense. Parce que nous cherchons. Et nous cherchons. Et nous cherchons encore un peu, cliquant sur la souris comme un rat dans une cage qui appuie une ultime fois sur le levier dans l'espoir illusoire, cette fois que ce sera la bonne. Les téléphones portables, Internet et les réseaux sociaux ont peut-être exploité notre système de récompense par accident, mais les concepteurs de jeux d'ordinateur et de consoles manipulent intentionnellement le système de récompense des joueurs pour qu'ils deviennent accros. La promesse de pouvoir atteindre le niveau supérieur ou la grande victoire à tout moment est ce qui rend un jeu irrésistible. C'est aussi ce qui fait qu'il est difficile de s'arrêter au milieu d'un jeu. Une étude a montré que jouer à un jeu vidéo entraîne une augmentation de dopamine équivalent à un usage d'amphétamine. Et c'est la dopamine qui rend les deux choses si addictives. L'imprévisibilité du moment où vous allez marquer un but ou avancer fait que les neurones qui synthétisent la dopamine continuent de fonctionner à fond et que vous restez collé à votre siège. Selon votre point de vue, cela constitue soit une activité ludique exceptionnelle, soit une exploitation immorale des joueurs. Si tout le monde ne devient pas un accro de la Xbox dès qu'il saisit une manette, pour ceux qui sont vulnérables, les jeux peuvent être aussi addictifs que n'importe quelle drogue. En 2005, un réparateur de chaudière coréen de 28 ans, Lee Sung-Sup, est décédé d'un arrêt cardiaque pour avoir joué au jeu StarCraft pendant 50 heures consécutives. Il avait refusé de dormir ou de se nourrir, ne voulant que continuer à jouer. Il est impossible d'entendre cette histoire sans penser aux rats d'Holtz et de Milner qui appuyaient sur le levier jusqu'à épuisement. Sous le microscope. Qu'est-ce qui active vos neurones à dopamine ? Savez-vous ce qui déclenche votre propre sécrétion de dopamine ? La nourriture, l'alcool, le shopping, Facebook, autre chose ? Cette semaine, prêtez attention à ce qui retient votre attention. Qu'est-ce qui déclenche cette promesse de récompense et vous pousse à chercher satisfaction ? Qu'est-ce qui vous fait saliver comme les chiens de Pavlov et vous rend obsédé comme les rats d'Holtz et de Milner ?